Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission, votre rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle, ce sujet qui occupe autant qu'il préoccupe. On vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux chaque mois à nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de frugalité et voir avec nos deux invités de quoi il s'agit, certes, mais surtout de quoi il en retourne. J'ai donc le plaisir d'accueillir Emmanuelle Olivier-Paul. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Stéphane. Vous êtes présidente et fondatrice d'Advaes. Vous nous expliquerez après un petit peu quel est le métier d'Advaes. Et Nance Chabot, bonjour Nance. Bonjour. Vous êtes designer et consultant chez Suricate Consulting. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas durant cette émission à nous poser vos questions. Nos deux invités se chargeront, s'ils ont les réponses bien entendu, de vous répondre dans les jours qui viennent. Donc, la thématique de cette émission aujourd'hui, c'est quelle boîte à outils opérationnelle pour réussir l'IA frugale. Alors, on a déjà parlé de responsabilité, de durabilité autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'idée, c'est de passer au concret, de voir effectivement que quand on parle de frugalité, bon, certes, l'intention est bonne sur le papier, mais voir effectivement comment ça se passe. Déjà, peut-être, on va commencer avec vous, Emmanuelle Olivier-Paul, pour donner, même si on en connaît un petit peu les dessous et le sens, une définition à l'IA frugale. Peut-être revenir au sens de frugalité. On peut aussi. Voilà, et comme ça, on collera les deux après. C'est toujours intéressant de revenir à une sémantique. En fait, donc la frugalité, moi j'ai ouvert le dictionnaire, j'ai regardé effectivement ce qu'était Larousse ou le Robert, peu importe. Donc c'est la qualité d'une personne de vivre simplement et de se nourrir de peu. Donc déjà, on met la qualité d'une personne, d'une chose, de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le quelque chose ou la chose, ça pourrait être la machine, le système d'IA, et la personne, c'est nous en tant que consommateurs de cette machine, de cette ressource qui est l'IA. Donc, on voit bien qu'il y a deux dimensions. Vivre peu, se nourrir, être aussi prévoyant, prégnant, économe sur les ressources, la consommation des ressources. Donc déjà, on peut camper un peu le décor de la frugalité et le remettre en perspective de l'IA, mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres sujets dans le numérique. Là, on va parler de l'IA, donc on va essayer de se concentrer dessus. Donc c'est important de recadrer quand je pense déjà sur la terminologie. Tout à fait. Donc si je comprends bien, quand on parle d'IA frugale, c'est peut-être le système qui lui-même est frugal dans son Exactement, fonctionnement, mais aussi celles et ceux qui l'utilisent, qui vont gérer et souvent on l'oublie parce que consommation. Nos usages ont un impact aussi, et donc la manière, je pense qu'on va en parler après avec Nance là, dans le débat, ont un impact nécessairement, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a un travail à faire sur les deux volets. Merci Emmanuel. Alors dans les faits, si on considère que l'IA frugale est ou si on la prend en tant que discipline, en quoi ça consiste ? L'approche qu'on a, c'est de décomposer ce système d'IA, justement, de le prendre par petits bouts et du coup de faire un cycle de vie. Comment c'est composé ? De la fabrication, de l'utilisation effectivement, mais aussi de la fin de vie des matériaux qu'on va utiliser pour faire cette IA. Et du coup, on va regarder l'ensemble de ces équipements, de ces ressources qu'on va utiliser pour toutes ces étapes, pour rendre chacun de ces moments-là vraiment frugal. Et du coup... Donc là, on s'attaque plutôt au côté le système, on le rend frugal. Exactement, c'est ça. Et pour le rendre frugal, au-delà de la partie plutôt économie, on va optimiser le système pour le faire consommer un petit peu moins. Pour le rendre frugal, on va regarder l'impact global, on va regarder les limites planétaires, un concept qu'on détaillera peut-être un petit peu, mais ce que l'on peut se permettre de dépenser en tant qu'humanité, en tant que planète, et nous à l'intérieur avec notre système d'IA, comment est-ce qu'on se positionne, qu'est-ce qu'on utilise comme ressources dans ce système global-là, et du coup être extrêmement économe au global. Donc ça veut dire qu'il faut être en mesure de se mesurer, justement, et de savoir que quand on parle d'excès, où est-ce que se situe la limite. Est-ce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, la frugalité, ou est-ce qu'il y a des organisations qui ne sont pas vraiment concernées parce qu'elles sont soit frugales par défaut, ou justement dans des situations où leur parler de frugalité, c'est tout simplement un non-sens? Quand on parle seulement de frugalité, ça concerne d'abord tout le monde, évidemment. Quand on associe ça avec l'IA, il y a quelques années, on pouvait se dire c'est plutôt quelques entreprises, quelques logiciels, quelques personnes, quelques développeurs qui font des choix et font des systèmes d'IA assez complexes et assez spécifiques. Donc là, c'est plutôt entre leurs mains que la frugalité repose, alors que maintenant, effectivement, avec l'usage qui se déploie, tout à chacun va utiliser un système d'IA, va se retrouver par choix ou juste parce que le design d'une application fait que à utiliser une IA, et du coup, la frugalité va maintenant s'appliquer à beaucoup plus de monde. Oui.
Quand on a préparé cette émission, Emmanuel, vous m'avez dit que la question de la responsabilité, c'est aussi des dimensions légales, juridiques et sociales. Oui, tout à fait, parce que là, ici, dans la manière dont on utilise, dont on conçoit le système, la machine, comme on dit, donc, ce que vient d'évoquer Nance, il y a une responsabilité. Et la responsabilité implique des enjeux, là, que vous avez évoqués, qui sortent aussi de la partie juste des enjeux techniques, qui sont du domaine juridique, légal, social et sociétal. Quand je dis sociétal, mais on ne va pas l'aborder là ici, c'est les biais, par exemple, de genre qui peut y avoir dans la manière dont on a conçu l'IA. Quand on parle d'une responsabilité, c'est sur toute une chaîne de valeurs liée au système. Je vais mettre en perspective, et là, la responsabilité n'est pas dévouée à la machine. Une machine n'a pas de responsabilité d'un point de vue, enfin, sauf nouvel ordre, je ne sais pas comment on va évoluer demain. Non, on peut lui fixer un cadre, mais on ne peut pas lui... Voilà, donc une voiture n'est pas responsable d'un accident si on fait le parallèle, juridiquement. Mais c'est important quand même, l'enjeu quand même juridique aujourd'hui sur le sujet. En revanche, le conducteur, la conductrice de la voiture, s'il y a un accident, peut être responsable. Encore, il faut faire la preuve que c'est lui, effectivement. Peut-être la société qui a maintenu, je dirais, la chaussée, si la chaussée était défaillante, ou si la signalisation est défaillante, ou encore l'entreprise qui a conçu et fabriqué la voiture. Si on fait un parallèle, par exemple, sur la responsabilité. Donc on est un peu dans la même... Je dirais, là, ici, on peut l'appliquer de la même façon. Et après, on est aussi sur la manière dont on va l'utiliser. Donc il peut y avoir sur toute la chaîne de la valeur, toutes les parties, enfin toutes les, je dirais, les personnes morales et physiques, donc là on revient à une personne morale et physique, qui ont contribué, je dirais, de la conception même jusqu'à l'extraction de matières premières, parce qu'on n'a pas dans une dynamique d'éco-conception, justement, on peut parler... Alors là, ici, effectivement, on va arriver sur l'éco-conception, donc il faut intégrer toutes ces parties prenantes, je dirais, à un moment donné à une table, qui peuvent avoir une responsabilité si, effectivement, vis-à-vis de la législation, vis-à-vis d'un certain nombre de cadres, en fait, qui est donné, ça peut être aussi des cadres normatifs, il y a une défaillance, en fait, qui est associée. Je reviens beaucoup, et ça peut être aussi de la co-responsabilité, c'est-à-dire que la responsabilité peut être pas liée à une seule des parties, mais à plusieurs éventuellement. Et donc, dans les principes d'éco-conception, on essaie d'intégrer justement cette dimension-là et de regarder... De responsabilité partagée ? Alors, de responsabilité partagée, tout à fait. Moi, aujourd'hui, tout à l'heure, on évoquait vraiment la frugalité, la définition, etc. Il y a bien sûr la machine elle-même, mais aussi moi, comment je l'utilise. Donc, j'ai aussi une responsabilité dans mes usages. Donc, quelque part, il y a bien une responsabilité qui est même partagée. Je dirais, ça va même plus loin. Oui, oui. Très bien. Justement, avant de rentrer dans le concret, tous les deux, je vais vous demander de faire cet exercice, de me dire en un mot, voilà, après on va développer en un mot, en quelques mots, en quelques heures. Comment on fait ? Une petite phrase, c'est réduire les besoins et les ressources que l'on va utiliser pour ce système d'IA. C'est faire de l'éco-conception, mais si on va plus loin dans le terme, c'est à chaque moment qu'une équipe va agir sur un projet d'IA, se poser la question, et c'est ça l'éco-conception, la première étape de l'éco-conception, c'est se poser des questions. C'est pas très compliqué, on peut commencer par ça. Se poser la question de la finalité. Pourquoi est-ce que je fais ce projet-là ? Quelle est l'équipe qui est autour ? À quoi est-ce que cela va servir pour mes utilisateurs ? Et la question après une fois que le projet est lancé, qui il y a autour de la table, comment est-ce qu'il est cadré, ensuite des questions d'infrastructure, où est-ce que les données sont hébergées, des questions sur les données, lesquelles je vais utiliser, est-ce que je vais m'en resservir, quel modèle je vais utiliser, est-ce qu'il a déjà été entraîné, et sur la finalité de l'utilisateur, comment est-ce qu'il va s'en servir et quels sont les effets rebonds qu'il peut y avoir que je n'ai pas forcément anticipé et que je peux cartographier en amont. Est-ce qu'il faut commencer par faire une recherche et se dire est-ce que ce sont les gens qui utilisent et qui consomment trop, ou est-ce que les gens sont raisonnables mais c'est le système, lui, qui est hyper consommateur et donc du coup il faut revoir un peu la machine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette analyse à faire au départ pour voir déjà où est-ce qu'on va bouger, baisser le volume ? Il y a deux endroits où on peut baisser les volumes. Le premier, c'est la partie entraînement, l'entraînement du modèle, où là, ça s'est vraiment développé cet impact avec les LLM ou avec ces modèles de langage avec de l'IA générative, où en fait la partie conception pouvait être très simple quand on avait juste de l'algèbre, des choses plutôt simples, mais maintenant avec les LLM on a des quantités de données assez formidables et du coup cet entraînement prend une quantité de ressources énorme et donc le premier endroit où on peut changer ça, c'est sur l'entraînement. La deuxième partie, c'est sur l'inférence. Et l'inférence, c'est à chaque fois qu'on fait une requête, on fait un prompt, on formule une demande. Et du coup, à chaque fois que je fais une demande, et selon le type de demande, ça ne va pas demander la même quantité de ressources. Entre juste un petit message texte ou une image ou une vidéo que l'on va générer, l'impact va être différent. Donc ça, c'est le deuxième endroit où on peut baisser ça. Sur la question d'utilité, Emmanuel Olivier Paul ?
Oui, alors je repère, c'est les points qui ont été évoqués au début, et il faut vraiment la question, est-ce que c'est utile, est-ce que j'en ai besoin, enfin, les fameux 3 U qu'on retrouve dans tout sujet qui sont liés à la durabilité de manière plus large, utile, utilisable, utilisé, parce qu'après il y a l'utiliser aussi, donc c'est toute cette question. Donc, après il y a le comment, donc là je ne vais pas revenir, les points ont été évoqués sur le besoin en amont. Il peut y avoir déjà, même sur le besoin, il y a peut-être des algorithmes qui sont déjà utilisés, parce qu'il y a différents systèmes d'IA qui sont beaucoup moins consommateurs, et est-ce que vraiment on a besoin de changer en fait, quelque part. Donc ça c'est un point important. Donc revenir sur les finalités là, qui ont été évoquées par Nance. Moi je suis très sensible au fait sur l'IA, les sujets sur l'IA sont des sujets aussi métiers, c'est-à-dire qu'on les aborde beaucoup par la technique, parce que oui, il faut faire de la mesure, donc c'est des sujets techniques sous-jacents très clairement, mais le métier, si lui ne comprend pas ces sous-jacents techniques, il n'a pas un niveau, je dirais, de connaissance suffisant, a priori, il ne va pas pouvoir guider je dirais, la technique derrière. Donc c'est très important que les métiers aujourd'hui soient aussi formés aux sous-jacents de l'IA sur les aspects techniques. On parlait justement d'entraînement, d'inférence déjà. Un token, c'est-à-dire quand on pose une question, un prompt, ce qu'on appelle un input token, ne mobilise pas la même ressource qu'un output, donc ce qui va être donné effectivement à la sortie. Et toujours l'output en fait va être beaucoup plus, je dirais, consommateur en ressources que l'input. Donc voilà, des petites choses comme ça qui vont, et en plus je dirais, en parallèle, on va le mettre aussi avec des ressources qui sont économiques, parce qu'il y a des prix aussi, donc ça peut être intéressant de le mettre en perspective. Ce que vous dites, c'est qu'il y a l'éducation qui consiste à effectivement sensibiliser sur la problématique de l'usage, mais plus que ça, il faut donner des billes en fait, pour être en mesure, au-delà de la conscientisation, de donner aux utilisateurs les moyens en fait, de se rendre compte des problématiques que ça peut engendrer, parce que sinon, dire à quelqu'un de réguler, c'est bien, mais comment ça va être plus compliqué derrière, ça ne sait pas. Surtout, oui, la compréhension en fait, peut amener à des attitudes, à des comportements vraiment différents, que ce soit au niveau, je dirais aussi, de ceux qui vont développer. Les développeurs, ils vont utiliser, je dirais, des ressources d'IA, mais s'ils n'ont pas tous ces éléments sous-jacents, ils ne vont pas obligatoirement coder correctement par rapport au système. On rentre pour moi dans ce qu'on appelle dans une phase de responsabilisation des personnes aussi, où elles sont en mesure effectivement d'elles-mêmes déjà de prendre des décisions parce qu'elles ont les mêmes éléments de réflexion. Non, vous vouliez compléter. Je voulais appuyer sur un point sur les 3 U, effectivement. Oui. Utile, utilisable, utilisé. On s'en sert aussi juste, nous, en design. Dans mon métier de designer, on se pose cette question-là pour n'importe quel projet tech. Et du coup, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que les gens pourront s'en servir? Est-ce qu'ils s'en servent vraiment? C'est essentiel. C'est pas même, on parle d'IA parce que son impact est massif, mais du coup, dans n'importe quel projet, c'est un moment de questionnement qu'il faut avoir. Il y a un autre point pour revenir sur les usages avec les métiers, c'est qu'en fonction du cas d'usage en fait, qui est ciblé, vous n'allez pas avoir le même système d'IA derrière. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire faire du RAG, ça va être de l'analyse par exemple dans un texte, etc., ou demander à faire une synthèse d'un texte, ou coder, ou je dirais même de développer des agents d'IA. Ce n'est pas les mêmes impacts derrière. Donc pour revenir au cas d'usage vraiment concret, va permettre d'orienter et du coup de tirer les stacks techniques qui sont sous-jacents, que ce soit dans le développement, mais aussi sur l'hébergement, sur les lieux dans lesquels on va aller aussi consommer la ressource, etc. Donc c'est vraiment revenir au cas d'usage est très très important. C'est pour ça que les métiers, mais en même temps les métiers, ils vont arriver avec leurs demandes, leurs besoins, mais s'ils ne comprennent pas les sous-jacents, ils ne pourront pas obligatoirement guider. Donc cette collaboration en fait, entre le métier et la technique est très très important et qu'on ne peut pas les voir de manière isolée. Qu'on retrouve déjà dans d'autres projets. Bien sûr, tout à fait. Mais là, je pense que c'est encore plus prégnant. J'ai l'impression que c'est encore vraiment plus prégnant parce que le métier n'a vraiment pas la connaissance aujourd'hui. Moi, je viens du monde du cloud. Depuis une vingtaine d'années que je suis. Je retrouve un peu ça au début, en fait, parce que c'était un nouveau modèle économique d'utiliser de la ressource. Et souvent, il n'y avait pas cette compréhension avec tout ce que ça engendrait derrière au niveau technique. Disons que la différence, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le soulignez tout à l'heure, il y a cette question de formation et de compréhension de l'envers du décor qui, là, pour le coup, échappe complètement aux utilisateurs. Et là où il y a un besoin de formation, il n'y a pas forcément besoin de mettre en place quand on parle de progiciels type SAP, etc., où on va dire que les métiers connaissent déjà suffisamment bien l'envers du décor de l'utilisation, que là, avec l'intelligence artificielle, on a une nouvelle brique. Une nouvelle inconnue qu'on a un petit peu oubliée probablement au départ, où là il faut peut-être la remettre effectivement au milieu du jeu en disant on va repartir de zéro. Alors
On s'était dit qu'on allait effectivement être dans le concret. On va y aller, on va commencer avec vous, Nance. Alors on a dit en un mot, bon c'est un petit peu raté sur le comment faire, mais c'est pas grave. C'est un sujet quand même suffisamment dense. Donc des clés, des pistes pour faire de l'IA frugale. Voilà quelles sont aujourd'hui les solutions, hein, que ce soit techniques ou bonnes pratiques, qui sont à disposition des responsables IT ou IA, voilà, pour gérer cette frugalité, qu'il s'agisse effectivement de s'attaquer au système. Des outils, ou alors j'allais dire s'attaquer aux gens, mais c'est pas la bonne formule, plutôt de travailler la partie humaine, où, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est de la formation, de la sensibilisation, de l'éducation, de l'implication. Oui, exactement. Ça passe par une prise de conscience du coup à chaque moment du projet, mais du coup de aussi sortir de l'utilisation cloud d'une IA où tout va se passer derrière. On va complètement externaliser cet outil-là et du coup le réapproprier pour se dire du coup quand j'ai un outil d'IA, est-ce que je le mets sur un cloud et quel cloud, comment je le choisis, un cloud vert qui est local et qui est sur un data center qui par exemple fait de la réutilisation d'énergie fatale et on va mieux maîtriser les impacts qu'eux ont versus de grands acteurs qui mettent à disposition de l'IA et derrière on se contente de fermer les yeux, de ne pas leur poser la question. Et on verra bien ce qu'ils communiquent. On a un gros problème de transparence à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que les modèles d'IA, on peut choisir celui qu'on utilise. Même sur ChatGPT tout simplement, on a une liste. Sur Mistral, on a une liste aussi. Est-ce que je veux un modèle plus efficient, qui réfléchit plus, qui me répond rapidement? Et sur les modèles qui sont mis à disposition, sur les plateformes d'open source, les DSI peuvent choisir. Est-ce que je prends un modèle avec une quantité de paramètres énorme? La performance a été souvent comparée à ça. Les modèles d'IA se comparent beaucoup avec j'ai plus de milliards de paramètres que toi, donc je suis meilleur. Et en fait, ça ne correspond pas forcément au cas d'usage et à l'utilité qu'il y en a derrière. Du coup, c'est choisir un modèle avec moins de paramètres et c'est les SLM versus les LLM. Et du coup, quand je choisis un Small Language Model, du coup, en fait, j'utilise moins de ressources à l'installation, à l'entraînement et au prompt aussi. Alors, je fais un parallèle rapide, peut-être un petit peu trivial, mais quand je vous écoute faire cette énonciation-là d'éléments, j'ai l'impression qu'on parle du bio, tout comme on a des œufs avec des animaux élevés en plein air et nourris au grain. C'est un petit peu ce que vous évoquez, c'est-à-dire qu'on recycle en chaleur fatale, réutilisation de la chaleur fatale pour les data centers, on utilise tel type d'emplacement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, on aura, alors bon, il ne portera pas ce nom-là bien sûr, mais de l'IA, au lieu que ça soit qualifié de frugal, mais qui est vraiment un label où on sait qu'on est dans un truc avec un logo bio, quelque chose qui fait qu'on a tous ces critères que vous évoquez qui sont respectés. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, les technologies avancent tellement vite que le temps de mettre un label, de le mettre en place, et c'est la problématique qu'avait l'AFNOR quand on a travaillé sur la spécification IA frugale, où le temps de se mettre d'accord sur une norme, en fait, on aurait déjà dépassé les techniques. C'est parce que ça évolue beaucoup. Oui, et très vite, que du coup la frugalité, si jamais on la pose avec les règles et un coup de tampon, on va être obligé de l'enlever très vite parce que finalement il faut réajuster sur le long. C'est pour ça qu'on s'est concentré, du coup, où l'AFNOR et l'Ecolab, une partie du ministère de l'écologie, a choisi plutôt de promouvoir et de co-créer avec des entreprises, des laboratoires de recherche, en mettant beaucoup de monde autour de la table, plutôt sur une spécification avec des recommandations et des bonnes pratiques. Et du coup, justement, vos premières recommandations, vous, Nantes, ce serait quoi? Moi, mes premières recommandations, ça serait, je l'évoque à chaque fois, mais c'est former tout le monde. C'est ensuite, je parlais au tout début de la mesure, c'est mettre au bon moment les bons moyens, les bons outils de mesure. Il y en a de plus en plus qui sont à disposition et ils ne permettent pas tous de mesurer la même chose. Et du coup, il ne faut pas hésiter à aller regarder lequel on peut mettre en place, lequel va nous être utile, qu'on soit dans un projet de développement ou qu'on soit tout simplement utilisateur avec un indicateur qui va nous dire combien j'ai consommé cette semaine en termes d'impact environnemental de l'IA, que ce soit sur le CO2 ou sur l'eau. Donc, si je comprends bien, et je pense que du coup c'est aussi dans ce sens que vous allez, Emmanuel, c'est la machine, pour l'instant, c'est très compliqué de lui imposer des règles et de la gérer dans ce qu'elle consomme. En tout cas, on peut choisir celle qui a pris ce parti de consommer le moins possible. On va d'abord commencer par l'humain, en tout cas, et gérer la question de la consommation. C'est un facteur important pour revenir sur les référentiels là, qui ont été évoqués par Nance. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est les bonnes pratiques, hein, très clairement. Ça va trop vite, c'est impossible de suivre. Ça va extrêmement vite. Même les acteurs qui sont les grands acteurs tech, hein, qui sont dedans, quand vous discutez avec eux, donc, ils le disent eux-mêmes en étant dans
ces grandes entreprises, en travaillant pour ces Ils grandes sont entreprises. dépassés eux-mêmes. Enfin, ils Oui. sentent Voilà, l'accélération. ça va aussi très vite sur eux, ce qu'ils sont en capacité de faire aussi sur l'efficience, quelque part, sur la machine. Parce qu'aussi, il y a des enjeux économiques derrière pour eux. Donc, il faut aussi tenir compte. Après, il y a l'effet rebond qu'a évoqué tout à l'heure Nance. Donc, c'est assez compliqué, en fait, tout ça. Donc, les bonnes pratiques, oui, on peut se les approprier à nous. On peut aussi, là, je reviendrai sur un cas plus particulièrement retour d'expérience qui est personnel, chez Advaes. J'en parlais avec moi, je suis aussi membre de l'AGIT, au conseil d'administration de l'AGIT. Et hier, on évoquait cette notion de dire est-ce qu'il faut faire un score, la mesure, ça va trop vite. On va dire non, je pense que ce n'est pas possible de le réaliser. En revanche, on peut donc, nous, dans nos pratiques, certainement, effectivement, avoir une action. Et là, ça passe par la formation, donc je rejoins parfaitement Nance, etc. Et en continu, d'ailleurs, parce que comme ça évolue, il faut aussi se former en continu sur le sujet. Et de côté des machines, on va dire, côté des systèmes donc, qui sont développés ou qui sont fournis par des grands acteurs de la tech, c'est aussi peut-être avoir un certain nombre, je dirais, c'est pas les scorer, sur leur transparence, ça a été évoqué, mais sur ce qu'ils délivrent et que l'information qu'ils délivrent, qu'elle puisse être validée à travers des référentiels aussi qui sont communiqués. Jusqu'à aller sur la norme, ce serait l'idéal. Aujourd'hui, on en est encore loin, parce qu'un référentiel n'est pas une norme obligatoirement, il va guider, un référentiel guide. Une norme, en fait, on va appliquer, qu'on doit suivre sur des process même qui y sont associés. Donc on en est là aujourd'hui. Les bonnes pratiques, elles existent déjà. Ce qu'on peut appliquer ce guide de la FNOR, on peut l'appliquer au numérique. Il y a déjà d'autres référentiels qui existent, en dehors des spécifications sur l'IA frugale, qui ont été effectivement publiées en 2024 et sur lesquelles vous avez effectivement contribué, ce que je comprends. Je n'ai pas toutes les organisations. Il date de quand ce guide de la FNOR? Il est tout récent. Juin 2024. Ouais. Voilà, pardon, 2024. Il y a d'autres qui existent sur lesquels on peut appliquer, parce qu'il y a beaucoup de bon sens, en fait, et le bon sens aussi peut s'appliquer à nous-mêmes. C'est-à-dire, je vais utiliser, moi, par exemple, typiquement, je sais qu'aujourd'hui, si j'utilise des grands modèles qui ne sont pas localisés en France, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'autres solutions, d'autres alternatives, j'ai remarqué que dans la journée, on voit très bien qu'à un moment donné, la qualité et la fiabilité diminuent, notamment si c'est aux États-Unis. Et donc, à partir de là, je sais aussi, très clairement, qu'il va y avoir beaucoup plus de ressources qui vont être mobilisées de la part en fait, du prestataire, parce qu'il est obligé d'itérer, parce que lui, il est déjà sous tension. Donc ça veut dire qu'il faut que je change mes pratiques. Je dirais comme le solaire, si vous avez du solaire chez vous, vous avez pu prendre votre douche au milieu de la nuit ou le soir, vous allez le prendre au milieu de la journée, vous allez la faire fonctionner. Donc il faut inverser aussi possiblement certaines pratiques, certains usages qu'on a en tenant compte de ces paramètres. Aborder les choses différemment. Oui. Il faut les connaître, il faut être au fait d'eux. Et ça passe par la formation et la connaissance des sous-jacents. Alors vous avez parlé de ressources, mais d'autres ressources justement, plutôt documentaires cette fois. Vous les en avez mises à disposition sur le Hub Francia. Tout à fait. Donc c'est un travail auquel vous avez participé. Peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots et nous préciser un petit peu de quoi il en est justement sur ces. Avec le Hub Francia est organisé autour de nombreux groupes de travail, des groupes de travail spécifiques sur certaines verticales, sur la maintenance, sur l'assurance, sur la partie IA générative aussi, mais aussi sur l'éthique et sur l'environnement. Du coup, on a un GT environnement dans lequel un groupe de travail, évidemment, dans lequel on voit beaucoup de ressources, on se partage, on les rediffuse en webinaire, on a des intervenants qui viennent, et on s'est dit que cet ensemble de ressources, il était assez éparpillé, et donc on a fait le choix effectivement de créer une sorte de bibliothèque sur lequel on met tous les éléments qu'on recommande, les outils, les guides, les pratiques, les articles de recherche. Tout le monde peut y accéder? Enfin, c'est en accès libre? Exactement. Le but était on mettra le lien un peu plus tard sur le... L'objectif, c'est de le mettre en accès libre et de faire une aide un peu au choix sur quelles ressources regarder par thématique. Est-ce que je cherche plutôt de la compréhension en amont du projet? Est-ce que je recherche plutôt un outil qui va m'aider à benchmarker, choisir le bon outil? Ou alors ces bonnes pratiques-là Les bonnes pratiques pour accompagner les équipes, on les retrouve aussi Exactement. Et on n'hésite pas aussi à référencer d'autres guides, par exemple avec la Coalition of Sustainable IA, ou alors des journalistes indépendants comme Rémi Maron, qui lui-même fait un recensement et une sélection des articles de recherche qu'il trouve très intéressants. Et donc, dans tout ça,
on a rajouté quelque chose en plus qui nous semblait essentiel, qui est en fonction du profil. On n'est pas tous développeurs d'IA, il y a aussi juste des décideurs qui ne savent pas s'orienter dedans, ou alors on est des utilisateurs, et donc on a fait ce tri-là, on laisse les gens le choix de filtrer et du coup d'afficher les ressources qu'ils souhaitent. L'objectif, c'est que chacun puisse trouver le format qui l'intéresse. Est-ce que je veux un podcast? Est-ce que je veux une vidéo? Est-ce que je veux regarder aujourd'hui l'émission d'AI Mission? Ou alors, est-ce que je veux plutôt un article un peu plus approfondi? Et du coup, chacun, en fonction de son profil, en fonction de sa thématique et en fonction du média qu'il souhaite, peut mettre le premier pied à l'étrier. Emmanuel, oui, vous vouliez compléter ce que disait Nance? Oui, c'est une ressource importante. Moi-même qui travaille sur les sujets de market intelligence et de conseil opérationnel liés à la durabilité spécifique à la tech, j'avais fait ce travail. On est surchargé d'informations sur les sujets d'IA, et le fait d'avoir à un moment donné une plateforme qui centralise des informations et des référentiels actionnables, surtout ça qui est actionnable est très importante, et le travail du Hub for ça, je le salue, c'est une très bonne initiative qui a été lancée. Au-delà, moi, ce que je vois par rapport à ce sujet, et je ne sais pas d'ailleurs si la plateforme et le Hub français aussi travaillent là-dessus, c'est qu'il y a des bonnes initiatives qui viennent de l'étranger aujourd'hui, et il ne faut pas omettre ce qui se passe sur d'autres géographies et le remettre en perspective. Malheureusement, je pense que la France, l'Europe, qui est un peu en avance, pas que sur l'IA, mais sur les sujets de durabilité propres à la tech, est en train de perdre un petit peu, je dirais, cette avance-là. Pas au profit d'autres géographies. Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer sur l'Asie, de ça c'est parce qu'il y a aussi des enjeux économiques. Et là, je voulais évoquer, par exemple, Taïwan, là, en fin d'année dernière, fin 2025, a lancé sa loi fondamentale sur l'IA. C'est un enjeu pour eux, en interne, en fait, très clair, et ça intègre cette loi fondamentale sur l'IA, notamment, je crois que c'est l'article 3, alors je ne la connais pas par cœur, je ne suis pas une spécialiste du réglementaire, mais intègre des sujets justement de durabilité, enfin qui relèvent de la durabilité, donc qui peuvent toucher aussi des sujets de frugalité quelque part. Il faut savoir que Taïwan, qui produit tous nos processeurs pratiquement, je dirais, qu'on va retrouver, qui sont utilisés, enfin sollicités pour faire fonctionner ces systèmes d'IA, aussi il y a des stress, des enjeux, par exemple hydriques, très forts, avec des conflits d'usage sur leur territoire. Donc aujourd'hui, ils ont mis en place cette loi fondamentale sur l'IA, et qui donc intègre aussi donc, ces sujets-là, donc de durabilité, mais aussi d'éthique, etc., en fait, qui sont associés. Donc voilà, c'est important aussi de voir qu'il faut sortir aussi de notre prisme très franco-français, européen, et qu'il y a des choses qui se passent, qui vont aussi très vite et qui sont intéressantes à avoir en perspective sur d'autres géographies aujourd'hui, notamment sur le sujet de l'IA. Parce qu'on l'a précisé en début d'émission, mais effectivement, on peut peut-être le dire, il n'est jamais trop tard. Pourquoi est-ce qu'il faut faire de l'IA frugale? On l'a évoqué donc, tout à l'heure de façon indirecte en disant bon, réutilisation de la chaleur fatale, consommation électrique, bonne pratique, etc. Le vrai problème, c'est qu'on consomme énormément d'électricité. Donc ça, c'est un souci parce qu'il y a de plus en plus de calculs. Mais il y a aussi, donc, du coup, parce qu'il y a de plus en plus de calculs, de plus en plus de chaleur émise. Donc c'est un impact écologique et planétaire qui est monstrueux, en fait, finalement, où la frugalité, il faut tout de suite, vous allez me dire, me confirmer, hein, la mettre en place, parce que comme tout va très vite et que c'est exponentiel, il faut prendre les bonnes habitudes le plus tôt possible. Oui, exactement, parce que pour rester sous les 2 degrés de réchauffement, en fait, on a une quantité de CO2 limitée à émettre. Et donc, c'est ça notre limite, c'est ces mégatonnes de CO2 qui nous restent. Et du coup, la tech et le digital et l'énergie qu'on utilise, et du coup l'IA qui prend une place prépondérante maintenant, va rentrer en concurrence avec d'autres efforts sur d'autres secteurs. On mange moins de viande, on prend moins l'avion, on brûle moins de kérosène, on se chauffe avec de l'énergie on éteint plus le propre. robinet quand on se brosse les dents. Notamment. Toutes les bonnes habitudes. Et du coup, ça doit aller dans cet effort global-là pour rester sous ces 2 degrés de réchauffement et du coup utiliser le moins de mégatonnes. Dans les scénarios de transition de l'ADEME, il y a 2 scénarios qui sont, disons, les plus digitaux. Ces scénarios Paris réparateur et technologie verte, ils demandent à la tech d'être extrêmement efficients parce qu'ils vont porter la décarbonation des autres secteurs. Donc pour pouvoir faire ça et en même temps respecter la limite de réchauffement, il faut être extrêmement efficace, efficient et frugal dans les développements qu'on va faire et dans les data centers qu'on va déployer.
Cette frugalité ne pourra pas être remontée directement aussi, à un moment donné, chez les offreurs. Par exemple, au lieu de, quand on demande le calcul d'une image, de l'avoir en 10 secondes, bah, ça prendra 5 minutes parce que c'est long, parce qu'on calcule moins vite, on calcule plus lent, on consomme moins. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un enjeu justement de ce côté-là? Oui, mais le travail des gens, enfin, moi j'en suis persuadée, parce que pour eux, c'est des enjeux économiques, hein, c'est très clair. Donc il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas croire qu'ils ne font rien en fait. C'est juste remettre en perspective, et pareil sur les chiffres, il faut aussi donner des ordres de grandeur. L'attaque a un impact, c'est réel. Aujourd'hui, sur certains sujets, notamment sur Melia, en fait, c'est l'épaisseur du trait par rapport à d'autres secteurs d'activité. Donc, en revanche, ce qui pose problème, c'est la croissance. C'est-à-dire que sur l'énergie notamment, et je dirais que même aujourd'hui, sur les sujets même d'IA, l'enjeu il est plus énergétique parce qu'il y a une course non pas aux énergies bas carbone que sur les émissions de gaz à effet de serre, sauf si on prend toute la chaîne de la valeur avec l'extraction des matières premières et la fabrication qui là effectivement génère des émissions fortes. Mais si on regarde de manière globale, en fait aujourd'hui, nous on analyse chez Advest les acteurs de la tech, moi j'ai regardé leurs émissions de gaz à effet de serre, sur leur méthodologie, j'ai regardé juste leurs méthodologies peuvent difficilement être comparées, donc, enfin, leurs émissions brutes. En revanche, d'une année sur l'autre, ils ont les mêmes méthodologies. Donc moi, je regarde en fait leurs évolutions sur leur méthodologie à eux. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'ensemble? C'est que sur les émissions de gaz à effet de serre, ça a tendance effectivement à diminuer. Plutôt une nouvelle, on va dire, qui, bon, on se dit, oui. OK. Parce qu'ils utilisent deux leviers, l'efficience, attention qu'il n'y ait pas la frugalité, on vient là-dessus, et la course aux énergies bas carbone, en fait, très clair. En fait. Là, il y a une course mondiale, même d'ailleurs, ils ont des accords très grands avec nous, nos grands énergéticiens, EDF, sur la fourniture d'énergie bas carbone, que ce soit du solaire. Bon, sur la France, c'est la possibilité avec le nucléaire. Donc ça, faut bien le mettre en perspective, ça c'est important. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils ne fassent rien, mais comparativement à d'autres secteurs, on n'est pas, mais la dynamique est très forte. C'est valable aussi pour l'eau, j'ai parlé de l'eau tout à l'heure. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'on a très peu d'indicateurs d'ailleurs aussi dans l'ensemble. Mais par exemple, les fondeurs ou autres, ceux qui produisent en fait les puces, ils communiquent aujourd'hui. Alors on peut toujours dire c'est pas vrai, c'est économique. Moi, je regarde juste leur progression. Effectivement, ça progresse de plus de 8%. L'énergie, consommation énergique, plus de 10%, en moyenne annuelle à peu près. Donc c'est des taux quand même qui sont forts. Ça veut dire qu'on va sur les 5 prochaines années, grosso modo, je ne suis pas tout à fait dans les mêmes ratios, mais là je regarde juste les prestataires que ce qui est fourni par l'ADEME, et au niveau mondial, on va peut-être multiplier par 1,5 à 2. Donc c'est quand même pas bon, parce qu'il faudrait quand même diminuer, on est bien d'accord. Après, le souci, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à calculer ce qu'on appelle le bénéfice net. Oui. On est dans une dissonance cognitive énorme, c'est-à-dire d'un côté, il y a un impact, et de l'autre côté, c'est le problème du numérique, et notamment de l'IA, c'est que ça peut nous aider. Donc comment fait-on? Oui, c'est quand ce choix est cornélien. Et là, on revient sur les référentiels, et où la mesure, personne aujourd'hui n'est en capacité, je dis bien personne, hein, de calculer efficacement un bénéfice net, en fait, de ce que ça apporte. Non, mais c'est à l'Assemblée nationale, sur une audition où Mistral intervenait, du coup, de notre start-up IA française, qui réussit plutôt bien et qui fait ses efforts de mesure, disait que pour l'instant, au global, l'impact de l'IA est négatif. Même les usages positifs, on s'en sert de l'IA pour réduire certains... Oui, dans la balance, c'est plus négatif la balance est négative. Que le contraire. Voilà. Et aussi, ils font cet effort-là de mesure. Dans l'analyse de cycle de vie, je disais au début, on décompose les étapes, mais on regarde aussi au-delà du carbone, effectivement, on regarde l'eau, et on regarde aussi les minerais. Et du coup, sur ces minerais, c'est des chiffres que communique Mistral. Pour un prompt où on va générer une page de texte, on va utiliser l'équivalent d'une pièce de 2 centimes en termes de cuivre. Et donc imaginez, repenser à la quantité de prompts que vous avez fait, combien de cuivre, qui est quand même maintenant, on le sait, une ressource rare. Rare non, mais en tout cas qui coûte de plus en plus cher. Du coup, cette ressource-là, on la consomme énormément à chaque prompt, et du coup, quel usage on en fait? Il faut aussi penser à tous les autres minerais rares qu'on exploite par ailleurs dans le monde, et c'est du coup un usage qu'on déporte, c'est un impact qu'on déporte entre l'impact qu'on a en France, les mines se trouvent ailleurs. Vous nous disiez tout à l'heure, effectivement, Emmanuel, qu'il fallait s'intéresser un petit peu à ce que font nos voisins. Et effectivement, les bonnes pratiques, il faut aller les chercher partout où on peut les trouver. Au Web-Francia, justement, vous avez jeté un petit coup d'œil à ce qui se fait à côté. Et même à l'inverse, vous avez aussi pris le temps de travailler une traduction en anglais, en tout cas pour... Exactement. Pour partager tout ça. Notre bibliothèque de ressources, on veut qu'elle soit accessible à l'international, donc on essaye de prendre des ressources internationales, on traduit certaines ressources, ou en tout cas l'accès pour expliquer de quelles ressources il s'agit, et aussi pour
avoir un peu plus d'antenne que notre groupe de travail, on va lancer un comité éditorial, et ce comité, du coup, qui va regrouper des acteurs comme les collabs que j'évoquais au début, la DGFiP, mais aussi des grandes entreprises, l'Université de Grenoble, des acteurs de la recherche et des journalistes indépendants, des cabinets de conseil. Tous ensemble, on va essayer d'ouvrir nos antennes pour collecter effectivement toute cette ressource-là et la mettre à disposition et facilement accessible. Ces volontaires-là, en tout cas, qui se regroupent déjà au sein de groupes de travail, pas que au Web Francia. Il y a aussi au sein de l'INR, il y a aussi au sein de greenIT.fr, il y a de nombreuses associations où ces personnes essayent de creuser ça. Et l'ADEME a publié récemment aussi, avec un regroupement d'acteurs, l'évolution tendancielle de l'impact des data centers et du coup, vers quelle éco-conception il faut se diriger et comment les entreprises peuvent faire des choix. Et c'est ça aussi l'éco-conception et la frugalité, c'est faire des choix. C'est pas se laisser imposer les outils qu'on utilise. Et donc, voir sur les prochaines années quels choix elles devront faire pour tendre vers cette frugalité. Alors, c'est vrai que quand on veut, en tout cas, se mettre à faire quelque chose, avoir les bonnes pratiques, les bons outils, les bonnes façons de faire qui sont décrites, c'est toujours utile parce que sinon on se retrouve un petit peu à faire un grand saut dans le vide et puis partir dans l'inconnu, c'est difficile. Mais bon, on sait maintenant que ça existe, vous avez pris effectivement le temps d'agréger tout ça. Je vais vous poser la question à tous les deux, nous dire un petit peu comment ça se passe, vous, cette question, enfin comment vous la vivez au quotidien, cette question de l'IA frugale, chez Suricat Consulting par exemple, alors déjà en tant qu'entreprise et puis peut-être aussi avec vos clients. Est-ce que vous sentez que il y a une prise de conscience que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser, qui s'installe, on sensibilise, on éduque, mais on ne milite plus, voilà, pour dire attention, c'est important. Est-ce qu'on a dépassé un petit peu ce stade, où est-ce qu'on en est, et puis de me dire un petit peu votre ressenti. Il y a la prise de conscience, elle est là. Elle est là. Il y a l'envie de faire mieux, l'envie de faire de la tech for good. Par contre, il y a toujours des freins. Et ça, on le ressent. Que ce soit chez nous, que ce soit chez nos clients, il y a toujours une quantité de cas d'usage astronomiques qui nous promet monts et merveilles, et parfois c'est le cas. Il y a des cas d'usage qui nous simplifient énormément. Alors c'est quoi les freins? C'est justement la vente de rêve, d'opportunités? C'est un peu une sorte de fear of missing out, le FOMO. On a peur de rater le cas d'usage qui va nous faire perdre face à la concurrence, un avantage concurrentiel, on va perdre en performance, on ne sait pas en fait ce qu'on va vraiment rater. On voit qu'il y a des cas d'usage qui fonctionnent. On ne veut pas prendre le train en marche, quoi. On veut être là, exactement. Faire partie des premiers. Et on a surtout peur de rester sur le bas-côté, mais du coup, on va peut-être monter dans un train qui va dans le mur. Donc, comment on fait attention à quel train on choisit? Emmanuel Olivier Paul, vous, côté Advaes? Oui, c'est les mêmes problématiques qu'on a. Là, je parlais de l'Agite, d'ailleurs, il faudrait que je leur dise peut-être d'aller se rapprocher du Web Francia, parce qu'aussi il y a des travaux, notamment on a travaillé sur le ROI de la sobriété numérique. Donc sur égalité, sobriété, on peut se rejoindre d'ailleurs, et en tenant compte des aspects un peu extra-financiers. Oui, il y a toujours des freins. Moi, ce que je vois, c'est depuis maintenant quelques années, être dans cet écosystème-là, il y a ce que porte l'écosystème. Là, on parle d'écosystèmes qui connaissent, qui sont au fait d'eux. Et cela, il n'y a pas trop de soucis, la conscience est là, il y a du passage même d'ailleurs à l'action, donc c'est plutôt positif on va dire. Après dès lors qu'on sort de l'écosystème, et là je reste même dans la tech, j'échange avec des directions générales, de PME, d'éditeurs de logiciels, d'entreprises de services du numérique, la conscience n'est pas la même en fait, là très clairement. Nous on travaille beaucoup en fait chez Advaes, on voit la chose, il y a l'innovation, le business et la durabilité. Et aujourd'hui, il y a quand même des enjeux pour eux, parce que l'IA transforme, il y a une vraie rupture qui est amenée, donc dans la tech elle-même et dans tous les secteurs d'activité. Et eux, leur enjeu est vraiment l'innovation et le business. Parce que s'ils loupent effectivement ce train qui est en marche, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va revenir sur le sujet de la réalité, c'est sans doute l'entreprise, peut-être demain, ne sera plus là. Ne serait-ce parce que le business ne pourra plus se faire. Et il y a une autre dimension aujourd'hui qui est très étroite, c'est ce qu'on voit, on parlait tout à l'heure des data centers, il y a un lien énorme en fait, entre les sujets, ce qu'on appelle de confiance et de souveraineté. C'est-à-dire l'Europe demain, d'industrialisation, même en fait de réindustrialisation de l'économie. Et on ne peut pas le dissocier. Donc si on a une vue qui est uniquement en fait monolithique, sans de lien avec les autres sujets là qu'on vient d'évoquer, l'innovation, le business, les enjeux là qui sont plus au niveau des États, on va dire, de souveraineté par exemple, on va louper en fait quelque part. Et là, ça devient compliqué parce qu'on introduit d'autres paramètres. Donc c'est pour ça que les freins sont peut-être même pas liés au fait je ne veux pas, mais c'est comment je fais avec cette complexité en fait qu'on a.
Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est une gymnastique compliquée. Donc, IA frugal, si possible. À certains moments, Après, il faut appliquer des bonnes pratiques. Je pense, là, on le les bon connaît. sens, vous avez dit, parler tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses de bon sens, enfin, dans le quotidien, je pense. Mais déjà, essayons de l'appliquer. Pareil, il y a des lois en fait, qui existent aujourd'hui, même des réglementations. Essayons de les faire bien appliquer. Le fait c'est qu'elles ne sont pas obligatoirement appliquées parce qu'il n'y a pas de contrôle. C'est un petit peu le sujet sur, par exemple, la protection des données à caractère personnel. Jusqu'à temps qu'il n'y avait pas, à un moment donné, de contraintes qui étaient même par le contrôle et la finance, quelque part, quand je dis la finance, voilà, vous n'avez pas bien fait correctement, vous n'avez pas fait correctement, vous payez, quelque part. On a jugé, en fait, on a contrôlé, on a jugé, vous payez. Et là, je pense que c'est ça qui risque de changer, en fait. Tant qu'on n'a pas ça, on n'arrivera pas à accélérer. Il y a des freins aussi que l'on va subir, qui sont les freins du type de ce qu'ont les data centers en Irlande, où ils consomment 20% de l'électricité. Et en fait, conflit d'usage, c'est ça. Ouais. Il y a un conflit d'usage et ils ne peuvent pas en consommer plus. Et donc il faut anticiper ces impacts que l'on va avoir pour en fait ne pas rentrer dans la tempête. Parce que si on rentre dans cette tempête où la tech devient au cœur d'un impact majeur, on ne pourra plus délivrer la valeur qu'on arrive à sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper, avoir un impact faible par rapport à d'autres secteurs qui sont beaucoup plus impactants que l'IA et la tech, mais du coup commencer tout de suite, et depuis l'aspect CAFNOR a 2 ans, mais ça fait très longtemps qu'on réfléchit sur les sujets de frugalité et d'éco-conception, il faut se l'appliquer pour ne pas subir des contraintes plus tard et perdre toute la valeur que l'on sait de la tech. En fait, il y a un enjeu quand même qui est important, donc je rejoins ce que dit Nance. Donc là, ici, c'est le ciblage. Après, l'Irlande a fait un choix, qui était un choix économique aussi, donc de venir accueillir des data centers, et donc il y a toute une histoire derrière. Mais c'est vrai sur d'autres géographies, même en France, où on voit en Allemagne, ou sur les pays européens, cette concentration sur certaines zones, donc il peut y avoir des conflits d'usage qui sont extrêmement localisés. Quand je dis localisés, ça peut être par exemple autour de Paris. Voilà. Donc là, c'est sur la consommation énergétique notamment. On sait qu'il y aura des pics et comment on peut les... Alors après, il y a de la technologie qui peut rentrer, qui peut répondre. Hein. On ne va pas rentrer là obligatoirement dans les détails techniques, mais on voit que ça avance aussi pour essayer de mieux faire face à ces contraintes en fait, qui sont évoquées. Donc il y a un ciblage en fait, aujourd'hui à faire sur les géographies pour éviter, je dirais, d'arriver à des conflits d'usage comme ça a été évoqué là, sur les Landes, mais aussi qu'on peut avoir ailleurs. Il y a aussi le sujet peut-être de la low-tech. Alors ça, ce n'est pas un sujet qu'on a abordé là, mais qui peut dire que est-ce que la frugalité peut aussi amener à des sujets de low-tech. Je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent de manière assez poussée sur la thématique. Donc ça, c'est peut-être aussi un sujet à aller creuser, à voir. Et il ne faut pas le voir en opposition, je pense, low-tech et high-tech. C'est Frédéric Bordage qui parle de slow-tech. Et c'est selon le projet qu'on est en train de faire, il faut choisir le bon niveau de tech qu'on veut mettre en place. Qu'est-ce qu'on a besoin comme outil. De quoi on a besoin. C'est juste pour terminer aussi là, sur le sujet, c'est important, c'est qu'il faut bien avoir conscience que l'IA est une rupture, elle est inéluctable. Je ne sais pas où on va, on peut pas, c'est difficile de faire vraiment de la prospective. À 30 ans, moi ça, je n'y crois pas sur le sujet. Hein, voilà, donc ça, il faut être en revanche, ce qui est sûr, c'est que les entreprises, si elles n'ont pas, on ne leur produit pas la ressource nécessaire aujourd'hui sur les territoires, sur la France, elles la prendront ailleurs, elles iront ailleurs. Et donc l'impact, il sera ailleurs, en fait, il sera externalisé. Donc, si on arrive à un moment donné à se le réapproprier et à bien le faire ou essayer de mieux le faire sur nos géographies, quand j'ai les géographies, c'est l'Europe, la France, entre autres, ça peut être quand même, je dirais, c'est intéressant. Donc si on s'oppose de trop, on n'aura pas, là aujourd'hui, c'est des enjeux, je dirais, financiers tels que il faut juste avoir la mesure, il faut le réintégrer en fait sur des ordres de grandeur beaucoup plus larges en fait, avec de la géopolitique qui est derrière, qui est énorme. Donc, si on les intègre et on met ça en perspective, essayons de faire de l'intérieur et comment on peut bien faire de l'intérieur pour adresser des usages sur certains peut-être sujets de données. Je pense à la santé. La France est assez exceptionnelle au monde sur les données de santé, par exemple. On ne va pas rentrer dans ce débat. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire là et essayer de bien le faire sur le territoire pour garder d'ailleurs la main.
sur le sujet. Oui, on le sait. Voilà. De toute façon, que les processus d'interdiction et de refus ou de déni nous enferment plutôt sur quelque chose de contre-productif et créent l'effet contraire. Hein, on le voit bien. Hein, le shadow IT, par exemple, c'est quelque chose qui se développe parce qu'on interdit aux utilisateurs de faire quelque chose qu'ils vont quand même finir à faire dans le dos. Donc ça fonctionne un petit peu pour tout. Effectivement, il y a une question d'acceptation. Si je reviens à ce qu'on se disait au début, l'éducation et la responsabilisation seront forcément des vecteurs pour faire avancer les choses dans ce sens-là. Nance, les bonnes questions à se poser, qu'on peut dire, voilà, si on va en donner quelques-unes comme ça, quelles sont les questions qu'il faut se poser tout de suite là, hop, là. La finalité. Pourquoi Je fais ça? Le choix de l'architecture que je vais mettre en place, quel modèle je vais utiliser, quelles autres ressources tech je vais avoir besoin dans ce projet-là. Est-ce que je vais devoir réentraîner mon modèle? Est-ce que je vais de quelles données je vais me servir pour l'alimenter? Est-ce que les utilisateurs ont conscience de l'usage qu'ils vont avoir? Est-ce qu'ils sauront qu'ils utilisent de l'IA quand ils font une action sur mon interface? Est-ce que je ne fais pas ce qu'on appelle dans le design des dark patterns, c'est-à-dire que je ne force pas mon utilisateur à faire quelque chose qu'il ne souhaite pas? Est-ce qu'il peut agir en conscience sur son utilisation? Est-ce que je lui donne la main? Et est-ce que j'ai du coup pensé dans ce projet-là d'IA à regarder cette frugalité, ce plafond environnemental, cette limite planétaire, et est-ce que je prends ma juste place à l'intérieur de ça? Donc là, c'est moi, en tant que fournisseur de services pour mes utilisateurs, les questions qu'il faut que je me pose avant de remettre un outil entre leurs mains et de leur dire « faites attention ». Du point de vue utilisateur, les questions qu'on peut se poser, c'est je parlais de je fais un prompt pour obtenir du texte avec cette pièce de 2 centimes. Le texte reste moins impactant que les images. Donc générer des images a un impact et générer des vidéos encore plus. Donc je prends conscience de est-ce que j'ai vraiment besoin de générer cette image? Parfois oui, et servons-nous-en. Parfois non, cette image existe déjà et je vais sur une banque d'images et je m'en sers. Voilà, donc c'est faire le bon arbitrage sur le besoin que j'ai, même en tant qu'utilisateur. Parce qu'on est dans une forme de triptyque en fait. On a l'éditeur, le fournisseur de services dans l'entreprise et l'utilisateur lui-même. Sachant que l'utilisateur lui-même, on ne l'a pas dit, mais l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle a quitté les murs de l'entreprise pour aller dans le grand public de façon incroyable. Et donc là, du coup, c'est pour ça que l'impact est démultiplié. Et oui. Si c'était toujours dans l'entreprise, on n'en parlerait pas. Enfin, c'est qu'en formant finalement on va dire le collaborateur, on forme aussi le citoyen, parce que c'est presque de l'éducation civique à un moment donné qui va devoir intervenir, non? Oui, non, je suis en phase, complètement en phase en fait. C'est pour ça que on revient sur le sujet de la formation. Au-delà de la sensibilisation, je pense la formation, parce que la formation, c'est aussi de bien utiliser. Donc la sensibilisation, à la rigueur, après, on ne passe pas obligatoirement à l'action, mais là, il y a déjà de l'action dans la formation, et au-delà de la formation, il faudrait faire après des contrôles, mais bienveillants, je veux dire, sur les usages. Après, pour revenir sur ce qu'a dit Nance sur les bonnes pratiques, j'essaie de les appliquer. Je peux parler d'un cas de retour d'expérience qui est métier pour Advaes. Je suis dans un sujet où dans mon métier, un analyste de marché, je ne peux pas aujourd'hui ne pas utiliser l'IA sur plutôt des sujets, on va dire, de RAG ou de traitement d'idéation aussi, parce que l'IA peut être... Donc, dans la connaissance que j'ai aujourd'hui des fournisseurs, comme je suis une petite entreprise, je ne peux pas, moi, développer mon propre système, mon propre modèle. Aujourd'hui, les modèles, je les prends ceux du marché. Et en connaissance, je dirais, de ce que j'ai aujourd'hui, et donc du même niveau que même toutes les entreprises, j'ai essayé de faire un choix d'un prestataire ou deux prestataires qui sont à moindre impact à mes yeux, par des éléments dont j'ai à disposition. Donc déjà, j'ai fait cette étape-là, sur les grands modèles, pour l'usage des grands modèles. Après, l'étape d'après, c'est de dire, est-ce que j'ai besoin ou pas, quand je fais ça, rédiger un texte, j'ai la connaissance ici, j'ai peut-être pas besoin d'être aidé par, effectivement, le système d'IA, donc pas systématiser. Donc c'est aussi un travail sur soi-même. Donc là, et je l'avais passé le message à mes collaborateurs, donc le fait de l'image versus le texte aussi, ça aussi, j'ai utilisé pour certaines images dans de l'idéation, mais après, utiliser des banques d'images, elles sont là, effectivement. Donc, connaître déjà ces éléments-là, c'est important. La manière dont on fait le prompt, moi je vais aller demander pour aller récupérer de la donnée. Plus particulièrement, j'utilise pour aller sur des documents que je source, donc sur la donnée, la collecte des données qu'on va injecter dans le système d'IA. Ça, c'est important. Il n'y a pas besoin de mettre, je dirais, des milliers de données dans certains cas, mais juste mettre les documents, donc la source, qu'on connaît, en fait. Donc, sans jamais avoir à chercher sur le web,
on dit ça, c'est ces documents, on sait que l'information, 90% de l'information que je cherche est dedans et sur lequel je vais travailler. Donc déjà, ce qu'on va lui donner, en fait, on va le nourrir à travers, donc réduire, je dirais, la taille en fait, des documents sur lesquels il va travailler. Parce qu'on sait qu'un prompt, quand on le pose, plus il a d'informations, plus il va pédaler, on va dire, hein, et mobiliser de la ressource. Donc déjà, on va la limiter. Et la manière dont le prompt ensuite est fait, c'est la question qu'on va poser. Moi, je les utilise pour aller identifier de la donnée structurée dans des corpus d'informations non structurés, notamment des rapports extra-financiers. Hein. Voilà. Je ne sais pas, Microsoft, Google, Soprasteria, Capgemini, dans les émissions de gaz à effet de serre. Souvent, il y a des tableaux, mais c'est des documents PDF. Et je dirais, l'idée, c'est d'aller plus vite aussi, et puis de fiabiliser le sujet. Et donc, progressivement, j'ai travaillé le prompt parce que je me suis rendu compte qu'en fonction de la manière dont la question est posée, au départ, hein, la manière dont donc ça, c'est aussi comment on doit prompter l'information. Hein, on va voir, on va perdre de la fiabilité. On va avoir, de même, dans certains documents, j'avais identifié que si on leur donne des documents trop longs qui font 300 pages et qu'en fait, on a juste besoin de 10 pages où on sait que l'information est, je fais un travail préliminaire, humain. Donc en fait, je n'automatise pas de bout en bout. Voilà, parce que je sais que la donnée va être plus fiable à la sortie. Donc il y a un travail sur le prompt, mais aussi de préparation. De préparation en amont, donc voilà, sur la qualité de la donnée, on va dire, ou du document, si on peut dire, qu'on va injecter. Et parce qu'à la sortie, on voit qu'il y a des variables où on va être obligé d'y tirer plus, donc on va consommer de la ressource en plus, où la donnée ne va pas être fiable, on va avoir une perte de qualité de la donnée. Moi, j'ai vu sur certains, où parfois on ne va pas avoir l'information alors qu'elle existe. Ça, c'est un autre système. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de choses de séquençage qu'on peut faire, qu'on peut travailler. Et puis sur d'autres sujets, la donnée existe déjà ailleurs. Je n'ai pas besoin d'utiliser un système parce qu'elle peut être en open data. Donc là, c'est des petits algorithmes, c'est pas besoin d'utiliser alors, c'est LLM, voilà. Petits algorithmes où il y a les moteurs de recherche. Moi, j'ai déjà entendu dire, pas besoin d'aller consommer des litres d'eau sur ChatGPT, fais la recherche sur Google. Voilà. Donc ça devient presque un geste écolo d'aller sur le moteur de recherche plutôt que d'utiliser le LLM, sachant qu'il y a une convergence qui se passe quand même, on le voit, hein, où de plus en plus justement les LLM sont utilisés comme moteur de recherche et comme outil de recherche et de synthèse en même temps. Hein. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur j'ai un rapport de 300 pages, sur les 10 pages, va chercher l'information et puis même tu me la synthétises, ou les moteurs de recherche eux-mêmes, on l'a vu, OpenAI qui donc veut faire à son propre navigateur maintenant. Il va y avoir une transformation à ce niveau-là qui fait que justement sur la percée de l'intelligence artificielle dans le grand public, là il va y avoir une généralisation massive de l'usage. Et alors là, la frugalité, effectivement, elle va être d'autant plus importante. Vous vouliez compléter peut-être ce que disait Emmanuel ? Emmanuel évoquait au début le fait que le prompt et la réponse qu'on avait, c'était des tokens. Et effectivement, c'est en fait input et output. C'est l'unité du token qui a aussi une rationalité économique parce que ça a un coût qui n'est pas qu'un coût environnemental. C'est un coût économique, effectivement. Et en fait, les entreprises, très naturellement, elles vont vouloir dépenser moins en termes de tokens et de coût au token. Et donc, il faudrait qu'on le voit, en fait, ça, quelque part. En fait, le prix du token est en train de baisser aussi. Donc, c'est ce qu'on... Donc... Comme il est en train de baisser, et c'est l'effet un peu rebond, on dit ben voilà, ça baisse le prix, donc moi j'ai quand même un budget, donc je vais pouvoir plus utiliser. Mais en fait, est-ce qu'on peut prendre juste 30 secondes pour définir cette notion de token, parce que qui n'est peut-être pas forcément intelligible pour tout le monde. De quoi on parle? Parce que pour le token, c'est l'unité de token en fait quelque part. C'est de comptabilisation. L'algorithme qui va découper les questions qu'on pose en petits éléments de langage plus petits qu'une syllabe, et chaque syllabe a un univers de probabilité qui lui est associé, et du coup à chaque token, à chaque syllabe, l'IA va chercher les probabilités des tokens suivants. Voilà, et du coup va calculer au fur et à mesure. Donc c'est chaque petit bout de lettres ou de 3 lettres. Et du coup c'est chaque petit. Donc c'est une requête qui peut coûter tant de jetons, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Souvent ce qu'on appelle l'input token, donc c'est la question dans le prompt. Hein, si on fait du RAG par exemple, ou c'est ce que le plus souvent utilisé, on va poser une question et donc ça c'est un input. Donc, on donne un input, on rentre. Le traitement de ma question va coûter 20 jetons. Voilà, il va le lire, et puis après, il y a la compréhension, et après... Le traitement pour la réponse. Voilà, donc là, il va y avoir plusieurs tokens qui sont associés à ça. Donc c'est vrai que plus la question est longue et introduit des éléments multiples, il peut aussi se perdre après dans la... Donc c'est tous des éléments parce que ça va devenir compliqué, donc il faut être assez synthétique, très directif, je dirais. C'est aussi des conseils, je ne sais pas si c'est... mais souvent ce qu'on donne. Et ensuite, après ce qui va sortir, le output, il va souvent travailler par itération. On le voit d'ailleurs, souvent les systèmes d'IA
les grands modèles que vous utilisez, vous le voyez, ils donnent le chemin qu'il a... Pour bien comprendre, un prompt très court qui va demander à l'intelligence artificielle de réfléchir énormément pour vous répondre va coûter 2 jetons, mais par contre ça va être 150 jetons pour répondre, alors qu'à l'inverse, si vous faites un prompt très long qui explique tout, il va coûter 30 jetons en input, mais par contre il ne coûtera rien en sortie, enfin beaucoup moins, en général, oui, moins. Puisque le traitement sera moins. En gros, c'est un équilibre sur l'entrée et la sortie, le nombre de jetons. Et ça, il n'existe pas d'empreinte, je sais pas son empreinte justement si on commence, en jetons. On commence. Comment est-ce qu'on peut le voir ça par exemple sur ChatGPT par exemple, on peut lui dire dis-moi quel est mon endroit. On peut installer un add-on sur son navigateur et sur les principaux LLM du coup qui va nous dire si vous utilisez. Vous avez un add-on par exemple, un nom Oui, tout à fait, je sais plus le nom, mais on pourra le mettre, on vous le mettra dans le. Oui, j'ai vu aussi, moi j'ai plus le nom, mais il y a une société qui a travaillé là-dessus et qui effectivement. D'accord, donc on peut effectivement avoir une mesure, une espèce d'indice de savoir quelle est son empreinte justement. Il faut se rendre sur la bibliothèque du Hub Francia pour retrouver la ressource. Il y est. En fait, ce qu'il faut juste avoir en tête, le token, c'est pas évident, c'est une unité quelque part. Voilà, on a des bits, par exemple, dans nous, en fait, quand on code, quand on fait de l'informatique, codage informatique. Et on a une autre unité monétaire, par exemple, sur d'autres sujets. Là, pareil, c'est une unité spécifique dans le domaine de l'IA. Et ça demande un peu un mécanisme mental qui n'est pas toujours évident pour la comprendre, parce que c'est un autre monde, c'est un autre univers avec une unité particulière. Mais elle est clé parce que... Elle est clé parce que ça met sur un point que Emmanuel évoquait plus tôt, sur le retour sur investissement, le ROI, du coup, sur cette utilisation de l'IA. Et nous, on appelle ça le ROI au carré, retour sur impact et sur l'investissement. Sur l'impact et l'investissement, du coup, sur ces deux valeurs-là. Oui, les deux I. Exactement. Comment je me mesure? Est-ce que j'ai un retour monétaire? Est-ce que j'ai un retour sur ma réduction d'impact? Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces réponses. On a bien dépassé là, le temps qui nous était imparti. On va toucher l'heure de pas très loin. Pour terminer, comme chaque mois, on demande à nos invités de venir avec un livre qui concerne quand même un petit peu notre sujet, directement ou indirectement. On va commencer avec vous, Emmanuel Olivier Paul. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? J'en ai amené deux, j'ai le droit de parler des deux. C'était trop long. C'est pas très frugal. Alors, très vite, parce qu'il y en a un qui est sur le sujet. Je ne sais pas, je dois le montrer, comment je fais. Voilà, donc là, c'est effectivement Gaël Cœur d'intelligence. Picard-Abésis, c'est de la fin de l'année dernière, Cœur d'intelligence. Et il y a un chapitre, vous voyez que j'ai mis un petit marque-page qui parle du sujet justement Adopter de la l'IA frugale pour limiter l'impact environnemental de l'IA par Jean-Luc Marini et Claire Verdier. Voilà, donc c'était en fait une compilation de 24, je crois, un peu plus d'une vingtaine d'entretiens avec des personnalités sur les sujets de l'intelligence artificielle qui couvrent la frugalité, mais aussi d'autres thématiques sur l'éthique, la responsabilité et autres, donc ce que je conseille. Et puis Gaël, je connais bien Gaël et c'est aussi un clin d'œil pour Gaël parce que c'est un travail de longue haleine qu'elle a voulu faire et où elle y a mis tout son cœur. Donc ça, c'est important. Et un autre, là, c'est un peu plus, je dirais, de pensée, mais donc je voulais, parce que ça va être notre lien. Donc c'est Pierre Rabhi, on ne parle pas de frugalité. Vers la sobriété heureuse. Vers la sobriété. Donc, sobriété qui fait du bien. Exactement. Et ce petit livre, si on ne l'a pas lu... On n'en déduit pas qu'à la planète, mais à soi aussi. Exactement. Et je pense aussi qu'il est très positif et il y a de la joie derrière. Donc il faut aussi finir par une touche positive. Et Pierre Rabhi la donne dans son livre. Et parce que protéger la planète, c'est aussi se faire du bien à soi. Et alors vous, Nance Chabot, donc la théorie du donut, l'économie de demain en 7 principes. Exactement, c'est Kate Raworth, une économiste qui a regardé les principes économiques du siècle passé et s'est dit qu'il fallait les transformer pour rester du coup dans ce donut qui est le plafond environnemental mais aussi le plancher social, parce qu'il faut respecter les deux, se trouver dans cet espace de viabilité dans lequel on doit rester pour les années futures. Et du coup, elle développe ça au travers de ces principes-là et ça permet de comprendre un peu, quand on parle de frugalité, à quoi on fait référence. Merci. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment, pour votre participation, vos interventions très riches. On espère que vous aussi, vous avez trouvé des éléments de réponse. Alors bien sûr, on n'a pas répondu à tout, parce que on pourrait en parler pendant des heures, vous l'avez compris. On vous propose effectivement de vous répondre à vos questions ultérieurement. Si vous en avez d'autres après, n'hésitez pas à contacter nos invités. Le sujet peut se poursuivre hors antenne. Et en attendant, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et on vous dit au mois prochain. Au revoir.